Entrepreneurs pour la planète, l'idée est simple, mettre en contact des créateurs d'entreprises à impact, des associations à impact et des mentors, des femmes et des hommes qui vont mettre leur expérience et leur réseau au service de ces projets pour les aider à passer à l'échelle. On avait reçu la fondatrice, Hortense Bataille, c'était fin mars, 2 autres binômes depuis. Et aujourd'hui, je vous présente Anaïs Théron, bonjour. Bonjour. Vous êtes entrepreneur engagé, consultante en stratégie et biodiversité, podcasteuse également. J'accueille également Jean-Louis Perrin, bonjour. Bonjour. Le directeur de l'association TAC. C'est quoi l'association TAC? Alors, c'est Association pour le cheval de Przewalski, Oui. on peut le dire en une fois. Et TAC s'intéresse depuis 30 ans à la sauvegarde d'une espèce particulière de cheval sauvage, un équidé, le cheval de Przewalski, qui a disparu de son aire naturelle d'origine, la Mongolie notamment, et qui, depuis 30 ans, s'occupe de réintroduire ces chevaux disparus à partir de populations nées en captivité et réhabituer à la vie sauvage en Lozère. En Lozère, donc vous travaillez là-bas et vous en êtes où? C'est quoi aujourd'hui cette association? Ça représente quoi? Voilà, alors ça représente 30 ans d'expérience sur la conservation d'une espèce, laissée libre sur un pâturage de 400 hectares en Lozère. Et aujourd'hui, nous sommes dans une phase de transition, c'est-à-dire ces 30 années ont été soutenues par un mécène privé qui aujourd'hui se désengage en nous accompagnant vers un modèle économique nouveau pour justement nous laisser suivre ce projet de façon autonome. D'accord. Alors, quel rôle vous avez joué, Anaïs Théron, auprès de Jean-Louis Perrin et de l'association TAC? Eh bien, je pense qu'il y en avait plusieurs. Déjà, un premier rôle, je pense que ça a été de prioriser comment aller sur ce nouveau chantier, sur cette nouvelle transformation, parce que c'est pas facile de passer d'un modèle associatif à un modèle entrepreneurial, à associer les deux, à aussi devoir être dans une nouvelle ère, d'aller chercher un développement aussi plus économique, plus large, etc., tout en gardant et en conservant des valeurs. Donc il y avait vraiment ce travail de priorisation. Ok, quelle méthodologie on met en place pour y arriver? Quels sont les grands axes de travail? Il y en avait un premier, c'était vraiment au niveau communication. Quels sont les grands messages qu'on fait passer d'un point de vue RH? Comment est-ce qu'on engage les différentes personnes et les parties prenantes avec des valeurs fortes et une mission forte? Et puis après aussi, d'un point de vue économique et partenarial, comment est-ce qu'on met en place une stratégie de développement qui garantit l'intégrité et les missions fortes de TAC auxquelles j'adhère entièrement. Et alors, qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place? C'est quoi? C'est des stages, des événements, C'est des séjours thématiques. En fait, l'idée, ça a été de se dire avec Jean-Louis, comment est-ce qu'on peut ouvrir TAC à des nouveaux publics, à des nouvelles cibles? Comment est-ce que la mission TAC, elle peut rayonner de manière beaucoup plus large et donc en maximisant son impact. Et donc on s'est dit effectivement que les séjours thématiques immersifs, c'était une bonne manière d'arriver à la fois à concilier le monde de la conservation et la médiation scientifique et la sensibilisation au grand public. Donc on s'est dit les séjours, c'est une bonne manière, un bon vecteur pour y arriver. Donc concrètement, on s'est dit quelle thématique adresser, quelle cible adresser à la fois du grand public, à la fois des professionnels, et puis comment est-ce qu'on met ça en place aussi d'un point de vue commercial. Comment est-ce qu'on apporte le message, à quelle cible, par quels canaux. Donc il y avait aussi toute cette approche un peu stratégique qu'on a développée ensemble pour arriver à cette nouvelle mission, à ce nouveau chemin de TAC. Ça fait combien de temps que ce mentorat a commencé? Ça fait un an, un peu plus d'un an, ouais. Un peu plus d'un an. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que vous cherchiez finalement avec ce principe de mentorat? Alors, moi j'ai découvert Anaïs d'abord. C'est déjà ça. Donc, ce que ça m'a apporté, c'est vraiment un sas de bien-être professionnel. C'est-à-dire c'est une bulle personnel pour pouvoir m'isoler, mais avec Anaïs, discuter, prendre du recul sur tous ces enjeux, ces événements aussi, puisqu'on a une activité très très riche lorsqu'on se lance dans ce genre de transition, de mutation, à la fois faire le lien entre l'histoire et le futur de l'association, comme tu disais, intégrer aussi les équipes, et aller chercher des nouveaux partenaires. Donc moi j'avais besoin de ce recul et cette vision perçante et très rapide de la situation. Voilà. Parce que c'est vous qui décidez de faire le pivot, de passer du monde associatif à un monde... Alors c'est l'association. Ouais. Moi je participe justement à ce pivot. Pourquoi vous prenez cette décision? Alors il faut demander ça aux mécènes. En fait,
C'est simplement que le mécène a dans son optique justement d'intégrer la société aussi, les pouvoirs publics probablement, et le monde sociétal dans la mission de l'association. Ouais, donc c'est un rapprochement, on va dire, privé-public. Et donc vous vous retrouvez face à un défi d'une certaine façon, et vous vous dites tout seul, ça va être un peu plus compliqué, quoi. C'est ça, vous avez besoin vraiment d'un regard extérieur? Alors, c'est pas seulement parce que ça va être compliqué, je pense que c'est réellement maintenant dans les missions de l'association de s'ouvrir vers un public plus large et pas seulement de s'intéresser à une espèce en voie de disparition, mais bien de s'appuyer sur une expérience liée à la protection de l'environnement et de la biodiversité pour déployer des messages auprès de professionnels et du grand public. Anaïs Théron, ce qui est intéressant dans votre binôme, quand on en a discuté avec Entrepreneurs pour la planète, voilà, qui nous propose des binômes, ils nous ont dit que c'est du reverse mentoring. Donc c'est-à-dire que dans ce que vous apportez votre expérience, et on l'a bien compris, mais vous puisez aussi dans ce que vous faites des idées pour ensuite votre métier. C'est quoi votre métier? Expliquez-moi. Alors mon métier, c'est de designer des programmes stratégiques pour des dirigeants et des dirigeantes, que ce soit des COMEX de grands groupes, que ce soit des startups, que ce soit des individus, pour leur permettre de prendre des décisions éclairées. Et donc forcément, dans un contexte comme celui-ci, avec des challenges environnementaux forts, forcément, ça m'apporte énormément ce binôme, parce que je me rends compte, et je m'en étais déjà rendu compte, je suis déjà engagée de base, mais ça n'a fait que renforcer mon engagement, je me rends compte que aujourd'hui, on a une approche des sujets environnementaux qui sont très intellectuels, très scientifiques, et c'est essentiel, c'est important pour le sujet. En revanche, il faut, je pense, le complet avec un aspect très concret, très sensible, très expérimental, et être en binôme avec quelqu'un qui est sur le terrain de la biodiversité, qui œuvre pour la protection de la biodiversité, qui met en place des programmes, qui parle avec des partenaires, ça ne vient que renforcer cet engagement-là. Et je pense que ça, c'est des éléments que je peux aussi partager avec mes différents clients et clientes, parce qu'eux sont des positions décisionnaires. Et donc, il faut leur apporter aussi cet insight-là d'engagement pour après qu'ils soient en mesure et qu'ils aient cette espèce de prise de conscience aussi pour mettre en place des stratégies environnementales qui soient à la hauteur des enjeux actuels. Oui, et c'est pour ça que je faisais un raccourci dans les titres en disant d'une race de cheval en voie de disparition au COMEX de la Maïf, parce que la Maïf fait partie de vos clients. C'est quelle taille d'entreprise quand on parle de COMEX, ça peut être de grands groupes à des startups? Tout à fait, ça peut être de grands groupes, ça peut être aussi des startups, parce que je pense qu'au niveau de l'impact, les associations et les startups ont un impact considérable et sur le terrain, donc forcément elles ont aussi besoin d'accompagnement, et c'est aussi pour ça en fait que je me suis tournée vers Entrepreneurs pour la planète et qu'on a matché avec Jean-Louis, parce qu'en fait aujourd'hui les assos elles ont un rôle considérable, mais elles manquent de compétences, elles n'ont pas forcément de temps, d'énergie, les compétences professionnelles qu'on peut trouver dans certains mondes du travail, parce qu'elles n'ont pas le temps de les développer, elles sont sur le feu. Et donc forcément je me suis dit, j'ai envie d'apporter ces compétences-là pour un projet qui a du sens, qui est complètement en lien avec mes valeurs et mes convictions sur le vivant. Ouais. On parle souvent dans cette émission de claque climatique, c'est ce que par exemple les patrons de la Convention des entreprises pour le climat lors de la première session ont ressenti. Est-ce que vous jouez de ce levier-là? Est-ce que ça commence par là, par la prise de conscience quand vous arrivez face à des membres de COMEX, de comité exécutif? Alors je pense qu'effectivement il y a cet aspect de claque, mais qu'il faut un peu le dépasser et d'aller sur le terrain du sensible. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte de ce qu'est la biodiversité. Quand on parle de la biodiversité, on a l'impression que c'est l'ours polaire, son Antarctique, et qu'on n'a aucun lien avec elle. En fait, la biodiversité, elle est dans tous les endroits de notre vie. Elle est au moment où on est en train de respirer. Vous allez sûrement boire un verre d'eau, c'est de la biodiversité. Et donc, en fait, l'idée, c'est un peu de remettre ça et l'ancrer dans l'entreprise, dans le quotidien de l'entreprise et dans le quotidien des vies. Et ça, je pense qu'un mentorat avec une association ou une start-up qui est sur la biodiversité et sur ce terrain-là du vivant, ça permet de prendre conscience et après de mettre en place des politiques ambitieuses. Je reviens à votre association, Jean-Louis Perrin. C'est quoi vos défis là, pour les mois, les années à venir? Alors, nous, le défi, il est de partager justement cette expérience sur le terrain, comme disait Anaïs. On a, je pense, vocation à devenir un centre d'accueil, de partage de cette expérience et faire venir sur ce site des professionnels, du grand public, pour partager à la fois des idées, donc des philosophes, des anthropologues, des scientifiques, et venir se nourrir du site déjà,
du cheval de Przewalski qui est vraiment à l'état libre. Donc c'est vraiment déjà une expérience sensible, comme on disait. On a des éthologues qui peuvent nous apprendre à partir de ces chevaux comment aussi se comporter ou développer des connaissances sur le pâturage dont on peut s'inspirer. Faire rencontrer un botaniste avec un paléontologue. Voilà. Donc on est dans ces défis-là, c'est réunir. Et le défi, c'est de réunir sans altérer l'écosystème et le milieu. Et parmi les événements que vous lancez, il y a une semaine spéciale à partir du 3 juillet, c'est ça, du 3 au 8 juillet. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir et découvrir? Alors, dans cette semaine-là, alors justement, c'est là où l'association s'appuie sur des partenaires et puis des acteurs du Cosméjean, puisque l'idée, c'est de protéger aussi cet espace. Donc, on co-organise avec la fromagerie, les éleveurs, le site de la Veine Armand, donc des acteurs touristiques, tout un programme autour du pastoralisme et de la biodiversité, donc à laquelle vous êtes tous invités, conférences, concerts, et puis tout ce qui va sur le Cosméjean. 3 au 8 juillet dans le Cosméjean. Un mot de vos podcasts, on va terminer là-dessus, il nous reste 1 minute, on y trouve quel contenu? En fait, c'est des contenus pour réinventer un peu nos rapports et nos relations avec le vivant. C'est réinventer le récit autour du vivant, se rendre compte que même quand on est urbain, on peut changer son approche avec le vivant, on peut se rendre beaucoup plus vivant et vivante. Et donc, c'est des approches pour apprendre un peu ça, découvrir ce monde-là aussi du vivant et réinventer des récits. Et puis, je pense qu'il y a un élément qui est super important entre ces podcasts et tous les éléments que l'on a parlé pendant cette interview, c'est qu'on a une conviction qui est assez commune, qui est aujourd'hui les assos et le monde corporate, le mentorat de manière globale entre des startups et des corporates, ça a donné aussi lieu à un nouvel élan sur des nouveaux partenariats, sur des nouveaux modes de collaboration au service du vivant et au service de la biodiversité. Et nous, on a un bon exemple, on a un bon cas d'école sur comment est-ce qu'on peut collaborer alors qu'on est dans des mondes très différents, on n'est même pas de la même génération, on n'habite pas au même endroit, et pour autant, on arrive à créer des relations qui ont de l'impact et des collaborations qui ont de l'impact. Et c'est un peu aussi dans ce sens que le mentorat et ces différents binômes peuvent inspirer à avoir un impact positif. Merci beaucoup, merci à tous les deux, à bientôt sur Bismart. On passe à Smart Ideas. Et si on visitait, restez en place sinon vous allez passer devant la caméra, et si on visitait une mine d'améthyste? C'est parti.